Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des dernières infos concernant le PSG avec un immense rebondissement. On s'est couché hier soir pensant qu'Ugarte allait signer à Chelsea et on se réveille ce matin, on le voit dans l'avion pour Paris, visite médicale passée cet après-midi et officialisation ce soir ou demain. Énorme! Installez-vous, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec Manuel Ugarte et Marco Asensio qui, sauf retournement de situation, devraient être les deux premières signatures officielles du PSG cet été. On rappelle qu'il y en a une troisième qui est bouclée depuis quelques mois en la personne de Milan Skriniar, mais lui, il doit préparer la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter. Il a d'ailleurs repris l'entraînement collectif dernièrement et du coup, il sera officiel dans quelques semaines, probablement. Manuel Ugarte devait signer à Chelsea hier soir et ce matin, on se réveille en apprenant qu'ils se sont retirés des négociations assez subitement. Et du coup, toute la journée, les rumeurs et spéculations ont fusé sur les réseaux sociaux quant aux raisons de ce choix, pour le moins surprenant, inattendu de la part du Chelsea américain. On va refaire l'historique de tout ça. C'est une exclusivité Fabrizio Romano. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. J'ai tendance à lui taper dessus très souvent, Fabrizio. A raison, je pense, parce que la plupart du temps, il fait des tapines, il arrive après la guerre. Mais on sait tous que s'il y a bien un endroit où il a des contacts, c'est dans les hautes sphères des clubs anglais. C'est le porte-parole des directeurs sportifs, même des propriétaires en fait, là-bas. Et c'est pour ça que hier soir, il a eu l'exclusivité du fait que Chelsea se tire des négociations, arrête tout complètement du jour au lendemain entre dimanche et lundi. Ensuite, ça a été repris par Record Portugal qui a confirmé, qui a expliqué que le PSG, de son côté, a doublé l'offre salariale aux joueurs de 5 à 10 millions par an. Du coup, ce serait face au délire financier du PSG que Chelsea se serait retiré. Marca, dans la journée, journal espagnol, nous annonce qu'en réalité, Chelsea a eu peur des soupçons d'irrégularité dans leurs négociations avec le Sporting Portugal. L'équipe arrive encore après, nous dit non, l'histoire du salaire, c'est complètement faux. Il va toucher un peu plus de 3 millions par an au PSG, certainement pas 10, sur un contrat de 5 ans et il passe sa visite médicale. C'est 3,4 millions le salaire selon Goal, voilà, annoncé il y a une petite heure. Bon, je pense qu'on est entre les deux. D'habitude, les salaires s'expriment en brut et pas en net, du coup, ils sont ultra gonflés dans les médias pour faire du sensationnalisme, c'est logique. Par exemple, Asensio, je l'ai développé la semaine dernière, 10 millions, clairement, c'est du brut. Et du coup, ça fait 6,5 millions net, sachant qu'il en touchait 4 au Real Madrid, qu'il est libre de tout contrat, donc le club qui le reprend n'a pas d'indemnité à balancer. Ça reste quand même assez correct. Surtout que dans les 10 millions qui étaient annoncés par The Athletic, il disait que c'était une estimation, donc ça peut être plus comme moins. Et surtout, il y avait les primes dedans, à la signature et tout ça, plus toutes celles au quotidien. On sait très bien qu'elles sont très importantes au PSG. Donc voilà, pour Ugarte, je pense que 3,5 millions, là par contre, ça me paraît être une information commandée par le club, parce que c'est très peu. Déjà, c'est du net, évidemment, c'est pas du brut. Mais je pense qu'en brut, 3,4, oui, plutôt 4, 4,5, je pense, pour Ugarte. Et donc, juste avant que j'allume la caméra, concernant le retrait de Chelsea, The Athletic, journaliste anglais très sérieux, ils font des podcasts, des papiers super intéressants. Alors c'est en anglais, du coup, il faut maîtriser la langue. Et on sait aussi qu'en Angleterre, il y a des relais médiatiques de Nasser Al-Khelaifi qui fournissent les médias là-bas en information. On sait très bien que dans l'entourage de Nasser, il y a des mecs qui sont proches des médias londoniens. Je crois qu'il y a un mec proche de Tottenham. C'est ce que Daniel Riolo répète très souvent. Molina aussi dans ses vidéos. Donc voilà. Donc The Athletic nous balance un article très complet nous disant que
Le PSG a rédigé une lettre ce week-end suite aux informations du journal L'Équipe. Alors c'est Loïc Tanzi qui l'a révélé. Je crois que dans son tweet, il mettait une méthode qui va révolutionner le monde du foot. Ah bah tu m'étonnes, elle est illégale la méthode. Alors, qu'est-ce que c'était? L'Équipe a balancé les négociations entre Chelsea et le Sporting. Au-delà de la clause libératoire, Chelsea leur proposait de prendre des parts dans le club. Des actions en quelque sorte, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, je ne suis pas expert en économie du foot, mais voilà, Chelsea voulait prendre des actions au sein du Sporting, ce qui voudrait dire qu'ils auraient des intérêts dans un club qui joue des compétitions UEFA, tout comme Chelsea, même si l'année prochaine ils ne sont pas en Ligue des Champions, alors que l'UEFA interdit évidemment d'avoir deux clubs du même propriétaire dans ces compétitions, ce qui aurait été parfaitement illégal. Le PSG, voyant ça, a rédigé une lettre à l'attention du Sporting pour se plaindre des irrégularités et la tournure que prenait ce transfert, puisque ces derniers jours, dans les médias, on annonçait que le Sporting poussait son joueur à signer à Chelsea. Tu m'étonnes, si derrière ils assainissaient un petit peu leur compte et ils se permettaient un espèce d'actionnaire minoritaire, je pense qu'ils avaient tout intérêt à le faire. Et donc face à ça, visiblement, Chelsea a pris peur de réprimandes, de sanctions de l'UEFA, peut-être le Sporting aussi. Et au final, eh bien, Ugarte va donc signer au PSG. Alors, moi, je crois totalement en cette piste, parce qu'après, il y a encore une autre information. Fabrizio Romano nous annonce que le PSG va payer les 60 millions de la clause libératoire en 5 fois, et à partir de 2024. C'est-à-dire que sur l'exercice comptable actuel, on verra rien d'Ugarte. Ça va arriver sur l'exercice 2024. Et je ne sais pas si on se rend compte de la concession que le Sporting fait. C'est pour ça que je me dis, je pense que là, il y avait des irrégularités qui se tramaient. Et les mecs se sont retrouvés comme des cons face au PSG qui du coup restait le seul prétendant capable de mettre la clause libératoire, sachant que Liverpool vient de boucler McAllister pour 45 millions d'euros, même moins à ce qui paraît, selon Ben Jacobs. Ça, c'est une sacrée affaire. Hein. Franchement, c'est un des deals de l'été. Tout comme Leipzig qui, visiblement, propose 30 millions pour Openda et Lens qui serait ouvert. Alors ça, c'est deux deals qui me surprennent un petit peu. Hein. Donc voilà, donc, nous concernant, le Sporting, club ami, comme avec Nuno Mendes il y a 2 ans, où il nous avait fait le petit prêt payant avec l'option d'achat à 40 patates pour qu'elle passe sur l'exercice comptable prochain. Merci à eux. Évidemment, c'est une bonne manœuvre hein, de payer en 5 fois, parce que 80 millions sur Bernardo, on va pouvoir les mettre plus tard dans le mercato. Il y a le numéro 9, hein, et ça, j'espère que le PSG va se pencher sur ce dossier très très rapidement. Hein. Mais voilà. En plus, on ne prend pas trop de risques à décaler ça d'une année. Dans le sens où on sait très bien qu'en 2024, il y a beaucoup de fins de contrat. Paredes, Keylor Navas, Abdou Diallo, Icardi, tout le loft, en gros, normalement devrait dégager en 2024. Le problème, c'est qu'on a un nouveau loft qui devrait se créer d'ici là, avec les Solaires, Bernat et tout le bordel. Bref, le fair play financier, il se calcule sur les 3 dernières années glissantes. Ça veut dire que en juin 2024, les années Covid où on fait des pertes colossales vont commencer à partir une à une. Donc, on aura plus de marge de manœuvre par rapport à ça. Et enfin, le CVC qui a racheté donc une partie de la société commerciale de la LFP l'année dernière, nous versera à ce moment-là, enfin la LFP du coup, 133 millions d'euros cash comme ça qui vont rentrer en juin 2024. Donc on ne prend pas trop de risques. En plus, si on veut rajouter un 4e point, Mbappé, qui a encore confirmé qu'il a 1 an de contrat restant. Alors, Roten, qui est le porte-parole du clan Mbappé, a dit la semaine dernière sur RMC que le plan était établi, il partirait libre l'année prochaine. Je ne serai pas aussi formel, voilà, mais on peut peut-être penser à un départ de Mbappé, même si c'est gratuitement. Évidemment, 200 millions ou 250 millions de manque à gagner, ça embête, mais on sait très bien qu'au PSG, les indemnités de transfert, c'est pas le problème en fait. Si tu veux un budget mercato ou si tu veux faire rentrer de l'argent, t'as pas besoin de vendre des titulaires. T'appelles ton actionnaire, boum, il t'en injecte. Le vrai problème, c'est les salaires par rapport au fair play financier. Quand on sait que Mbappé prend 60 plaques à l'année, je pense qu'on aura quand même de la marge de manœuvre pour, par exemple, péter la clause libératoire de Raphaël Leao et lui proposer plus que ces 5 millions nets
qu'il a signé il y a 2 jours pour sa prolongation de contrat à à l'AC Milan, pardon. Jusqu'en 2028 d'ailleurs, la prolongation. Hein. Voilà. Contrairement à Mbappé qui, lui, prolonge 2 ans. Lui, il s'engage sur le long terme. Ça, c'est vraiment de l'amour du club. Bref, c'était la petite vanne. Bon, le seul défaut qu'on peut trouver à cette manœuvre, et franchement, il faut être tatillon, c'est que derrière, au niveau amortissement, cette année, du coup, tu n'as rien. Si tu veux te séparer d'Ugarte, disons, l'année prochaine, si c'est un flop total et que l'année prochaine, tu veux le vendre, ben, comme tu n'auras rien amorti d'ici là, tu devras le vendre 60 millions minimum, au prix que tu l'as acheté. Après, du coup, il faudra diviser les 60 par 5, voilà, pour avoir une idée. Alors attends, 60 par 5, ça fait... Oui, 13 millions. 13 millions d'amortissements à l'année. Voilà. Donc ça veut dire que si du coup en 2025 tu veux te séparer de Manuel Ugarte, tu devras le vendre 47 millions. Et ça, du coup, le décalage d'1 an, au pire des cas, s'il finit au loft, ça nous embêtera un petit peu. C'est comme Icardi aujourd'hui. Comme il reste 12 millions et demi d'amortissement sur son transfert, puisqu'il a encore 1 an de contrat, et que c'était 50 divisé par 4, parce qu'il y avait de prêt juste avant, sur la première année, ça fait que là, si on le vend à moins de 12 millions et demi, on le vend à perte. Donc évidemment qu'il faut le faire au-dessus. Bon bref, c'était le petit côté tatillon. Marco Asensio, pareil, il va passer sa visite médicale. Bon écoutez, j'en parlerai quand ce sera officiel. On fera une vidéo très complète sur les profils des deux, bien évidemment. Juste qu'ils prennent pas le numéro 11 de Di Maria, quoi. Parce que déjà qu'on passe de Di Maria à Messi, déjà en 2021. Ensuite à Soler en 2022. Et maintenant à Marco Asensio, si en plus il prend le numéro 11, non, flemme quoi, flemme. Laissez le numéro 11 à Joao Félix qu'on va faire en fin de mercato, là, avec un petit prêt d'1 an, voilà, avec une petite baisse de salaire pour venir au PSG parce que c'est un club qu'il adore, parce qu'il a toujours dit en interview qu'il rêvait de jouer avec Neymar, faire un duo avec lui. Voilà. Laissons le numéro 11 à ce genre de crack qui a du football dans ses jambes, qui a encore des choses à montrer à la planète foot. Bref. Bon, ensuite, évidemment, concernant les signatures, nous sommes le 5 juin. Et contrairement à l'été dernier, les joueurs seront présents à la reprise pour faire la préparation avec le reste du groupe, tout comme la tournée au Japon. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que l'année dernière, on se souvient, Fabian Ruiz, Carlos Soler qui arrivent fin août et qui, du coup, jusqu'à mi-octobre, ne peuvent pas être titularisés, se contentent de minutes à la fin des matchs, font leur préparation un petit peu de leur côté. Et même, Ekitike, les problèmes pour rentrer sur le territoire japonais font qu'il s'entraîne au camp des loges tout seul pendant 10 jours. Renato, pareil. Mukiele, pareil. Ils ratent tous la tournée au Japon et donc la préparation avec l'équipe. Il n'y avait que Vitinha en gros. Donc là, bien sûr que c'est très positif d'avoir des joueurs qui vont être là pour une préparation physique que j'attends de pied ferme. Parce que cette saison, ça a été lamentable. On peut me parler tactiquement de Christophe Galtier, mais on le savait très bien dès sa signature qu'il était limité, qu'à part le 4-4-2 régulier, il n'avait jamais prouvé une certaine maîtrise d'autres systèmes de jeu. Bon, au-delà de ça, physiquement, les joueurs ont été émoussés très rapidement dans la saison. Enfin, je peux penser à Vitinha, le mec, allez, si on peut lui trouver une excuse, je pense que le staff a beaucoup trop tiré sur août et septembre avec lui et au final il se retrouve carbonisé très très rapidement à enchaîner les matchs titulaires. Voilà. Déjà à ses tout premiers matchs il prenait des jaunes. Alors il prenait des jaunes peut-être parce qu'il avait besoin de s'acclimater au contact avec les adversaires en France qui sont différents du Portugal, mais aussi peut-être parce que plus les matchs avançaient, plus les minutes passaient pendant les matchs, plus il perdait en lucidité par rapport à de la fatigue. Tout simplement. C'est une piste. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de blessures. On a quand même 3 joueurs qui sont passés par la case opération. Hein. C'est quand même pas rien. Mukiele, qui a été géré un petit peu n'importe comment. Hein. Voilà, il se blesse en janvier, il revient en février. Contre le Bayern de retour, il fait 9 minutes qui sont les dernières de sa saison. Et on voit très bien que le staff a merdé avec lui parce qu'il n'avait rien à faire sur un terrain de foot ce soir-là. Neymar qu'on fait jouer sous infiltration plutôt que de le mettre au repos. Voilà, tu le fais jouer contre Strasbourg le 28 décembre et derrière tu lui dis ouais ta cheville que tu t'es pété au Qatar avec le Brésil, bon t'inquiète tu vas la reposer après le match contre Strasbourg. Voilà, bon c'est dommageable.
En plus du fait qu'en avril, on s'est quand même présenté avec un groupe complètement diminué, une infirmerie plus que remplie, alors que normalement, c'est le moment de la saison où les joueurs sont au pic de leur forme. Les préparations de juillet-août, elles sont faites pour atteindre leur plein potentiel au mois d'avril. Voilà, c'est peut-être pour ça que en 2021, quand on tape Manchester City le 30 septembre, le City de Guardiola, c'est peut-être parce qu'on fait une préparation de zinzin en juillet-août, et puis derrière, en avril, ils étaient émoussés en septembre, mais en avril, ils sont au top de leur forme, tout simplement. Voilà, ils ont hypothéqué le premier match de poule, mais derrière, ils répondent en quart de finale à l'intensité Ligue des Champions. Pendant que nous, au Real Madrid, on n'est plus capable, à partir de la 60e, de couper une contre-attaque. Bref, donc c'est pour ça que, au-delà de l'entraîneur, c'est aussi la préparation physique qui, je l'espère, va être bonne cet été, parce qu'on sait tous que c'est quand même quelque chose de très important. Hein. On va pas citer le Real Madrid avec Pintus, qui fait des miracles, bien évidemment. Le dernier en date, c'est Camavinga pour la demi-finale retour, je crois, qui était incertain, puis qui au final est là. Bref, il est bien connu, Pintus. Hein. Bon, ensuite, concernant Nagelsmann, Asensio, je suis pas sûr que ce soit un joueur très compatible avec lui. Hein. Je pense qu'il préfère plus les joueurs qui dribblent, hein, qui sont un peu plus verticaux, qui ont une meilleure qualité d'appel peut-être, de conduite de balle, voilà, de provocation à un contre un. Par contre, Ugarte, là, je pense que c'est une signature qui lui plaît à Julian. Parce que, pour faire une comparaison, Kimmich, alors elle est très osée, évidemment, je dis pas que Ugarte est Kimmich, loin de là, notamment techniquement, c'est là où j'ai quelques interrogations. Techniquement, je suis pas sûr qu'Ugarte envoie des transversales ou alors ait les qualités techniques de Joshua Kimmich. Mais voilà, en gros, dans le rôle, je pense que Nagelsmann va déjà mettre en place un système à 3 au PSG avec le double pivot. Il adore, que ce soit à Leipzig ou au Bayern, mettre son milieu défensif bien plus bas que son relayeur, qui lui du coup va attaquer le demi-espace, apporter du surnombre dans une animation en 3-1-6, si on peut appeler ça comme ça, sur les relances. Voilà, parce qu'on sait très bien que les équipes de Nagelsmann sont assez flexibles. Il y a une structure pour relancer, pour la possession, une autre pour défendre. Pour la défense, il maîtrise le 4-4-2 resserré. Je suis vraiment en train de préparer une grosse vidéo sur lui et sa tactique. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, parce que pour moi, c'est le système parfait pour défendre. Le problème, c'est qu'au PSG, tu peux pas dire à Neymar, t'es milieu gauche d'un 4-4-2 à plat. Tout comme tu peux pas lui dire, t'es numéro 9 à côté de Mbappé dans un 4-4-2 à plat. Ça n'a aucun sens. Du coup, c'est difficile d'envisager ce genre de système. Il faut plus partir sur un 3-5-2 ou 4-2-3-1 avec du coup Neymar au poste de numéro 10. Voilà. RMC. Alors, hier, je vous disais, RMC, ils sont largués dans leurs informations. Là, regardez, je vais vous illustrer ce que je vous disais. Puisqu'hier soir, j'ai écouté l'after. Alors, il y a Paulo Breitner qui est venu, Stéphane Guy qui a fait encore son... C'est bien parce qu'il y a un auditeur qui a pris la parole et qui a dit à Stéphane Guy, moi je t'écoute avec mon fils, et quand tu dis Nasser à rien pour parler de Nasser Al-Khelaifi, c'est très osé, c'est limite du manque de respect, j'aime pas ça. Il l'a remis à sa place. Bon, Nasser Al-Khelaifi lui a... Stéphane Guy lui a répondu avec un ton assez hautain, en lui disant « Tu penses ce que tu veux, comme moi, je suis parfaitement en droit de dire Nasser à rien ». Mais j'ai vraiment bien aimé, tu vois. Parce que moi, si je passe à l'antenne, je lui aurais donné un autre exemple. C'est quand il a dit, il y a quelques semaines, les Qataris, ils étaient contents quand ils lui ont mis le pyjama à Lionel Messi, là, à la finale de la Coupe du Monde, avant de lui remettre le trophée. En parlant d'une tenue qui est quand même traditionnelle, qui a une certaine symbolique dans ce pays, dans une culture qui, dépasse ce pays, en fait, parce que c'est carrément le Moyen-Orient, c'est certainement pas un pyjama, et c'est une blague qui était clairement de très très mauvais goût. Voilà. Bon, bref. C'est mon petit avis sur l'after. Je sais pas pourquoi, depuis un mois, je l'écoute dans ma douche le matin. Ça m'énerve plus qu'autre chose. J'apprends rien du tout à chaque fois. En général, les supporters qui prennent la parole racontent n'importe quoi. Mais bon, Paulo Breitner, c'est un des plus intéressants à écouter. Et donc, il nous a appris déjà que le premier adjoint de Nagelsmann au Bayern est en train de prendre le poste de numéro 1 à Francfort. C'est pour ça peut-être qu'on a les rumeurs avec Thierry Henry. Tout simplement. Et RMC, hier soir, du coup, dans l'after, et Fabrice Hawkins aussi plutôt dans la soirée, ne confirmait pas justement l'histoire de Thierry Henry, adjoint de Nagelsmann. Il disait, nous, on ne confirme pas. On n'a pas eu d'informations qui vont dans ce sens. Et à 16h aujourd'hui, ils ont confirmé, une journée après tout le monde, ils arrivent après la guerre, juste pour illustrer le fait que, ils ont plus
d'informations, ou du moins, ils font que confirmer à chaque fois, quoi. Pas d'exclusivité. Neymar, oui, depuis hier, je suis retombé sur la fameuse déclaration de Nagelsmann avant le match retour. Rappelez-vous, quand il disait la blessure de Neymar, ça change rien. Celle qui change quelque chose, c'est celle de Mbappé. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que Nagelsmann va faire de Neymar, parce que cette déclaration est quand même lourde de sens, quoi. On est face à un entraîneur. Bah, pour le coup, on a déjà un dossier sur lequel il sera d'accord avec Luis Campos. Je pense qu'il n'en a rien à péter de Neymar. Donc on va voir ce qu'il va vouloir en faire. Je pense qu'il voilà, y a matière. Plus qu'avec Christophe Galtier. Hein, parce que voilà, un 3-4-1-2, système que Nagelsmann maîtrise à perfection. 4-2-3-1, Neymar à son poste de numéro 10, qui lui convient très bien. Je pense que c'est là qu'il faut le mettre. Ça peut être intéressant. Voilà. Mais dans tous les cas, comment Nagelsmann va gérer cette déclaration que Neymar a évidemment lue? Ses potes ont dû lui envoyer hier sur WhatsApp quand ils ont vu que Nagelsmann allait arriver. Nagelsmann, qui à son arrivée au Bayern en 2021 a mis une vidéo sur le WhatsApp du groupe des joueurs pour leur dire ouais, salut, c'est Nagelsmann, au cas où vous ne me connaissez pas, je suis votre futur entraîneur, hâte de vous rencontrer. J'imagine bien le faire avec les joueurs du PSG actuellement. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve dès demain normalement, il y aura d'autres revirements de situation encore. Moi j'aimerais quand même avoir des informations sur le numéro 9, que ça fuite, mais on sait très bien qu'avec Luis Campos, quand ça fuite, c'est à un stade avancé des négociations. C'est-à-dire qu'au tout début, quand tu prends les infos, c'est très opaque, ça filtre pas dans les médias. Ça filtre quand tu finalises le dossier, que du coup, tu as des avocats qui rédigent les contrats, qui doivent parler un petit peu à droite à gauche, que du coup, tu prends peut-être les rendez-vous avec l'hôpital américain pour la visite médicale, je sais pas, j'essaye de trouver des idées, que tu affrètes les jets privés, par exemple, pour faire venir le joueur. Bon, voilà. Quand tu arrives dans la dimension vraiment logistique du transfert, là, ça filtre. Alors que quand tu es en négociation avec le club en face, bah en fait, aucune des deux parties n'a intérêt à ce que ça filtre. Du coup, ça l'est pas. Bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.